j'écris depuis que la classe de 5e, précisément, je me souviens très bien. J'ai commencé à écrire en 5e de la prose, des histoires. Alors, j'ai fait des petits romans policiers façon Club des 5. Vous étiez déjà un grand lecteur? Ouais, je commençais. J'étais un lecteur tardif, mais je m'y suis mis d'un seul coup. Oui, c'est ça, en 5e. Vous étiez encouragé par vos parents? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y avait pas de livre à la maison? Si, beaucoup de livres, mais non, mes parents ont 6 enfants, c'est beaucoup d'occupations et s'intéresser ou soutenir à ce que font les 6, c'est un peu beaucoup, donc non, ça n'a jamais beaucoup intéressé mes parents. Donc la littérature est devenue un refuge peut-être aussi? Euh, je pense à l'adolescence, la littérature, en fait, le fait d'écrire, c'est une façon d'être moins seul, de pouvoir s'exprimer. On n'arrive pas à raconter ses petits malheurs à ses parents, à ses amis difficiles souvent. Donc, bah, il reste l'exutoire de l'écriture. C'est pas une thérapie, mais ça guérit pas, mais ça soulage. Vous avez tout gardé? Non, j'ai pas tout gardé. Non. Mais je suis silogomane, je garde beaucoup de choses, j'entasse beaucoup de choses. Donc, il y a sûrement des choses quasi introuvables dans mon bazar qui datent de cette époque-là. Oui, il y en a sans doute. Et comment est-ce que est née l'envie de publier? Assez vite, j'ai cherché à publier mes premiers poèmes à 20 ans ou 21 ans. Malheureusement, je suis tombé, à l'époque, ça se faisait beaucoup avec les éditions PJ Oswald, avec Saint-Germain-des-Prés. Je suis tombé sur des gens qui pratiquaient le compte d'auteur. Or, j'avais un oncle qui travaillait dans l'édition et qui m'a dit compte d'auteur, c'est scandaleux, c'est honteux, c'est ignominieux, il ne faut pas que tu rentres là-dedans. Donc, je suis pas rentré là-dedans et j'ai tout remis dans un tiroir et j'ai ressorti ça exactement 8 ans plus tard, j'avais 28 ans et là j'ai rencontré les éditions du Castor Astral qui ont publié mon premier livre. Donc j'avais 28 ans mais il était écrit depuis 8 ans. Quoi. C'était quoi ce premier livre? C'était des poèmes. Des poèmes? Sur un thème particulier? Non, c'était ce qu'on appelle un recueil de poèmes, c'est-à-dire un ensemble qui n'est pas vraiment construit. Quoi. Ce sont des poèmes, une succession de poèmes séparés. Bah, l'évolution de l'écriture, d'abord, je ne pense pas qu'elle soit voulue, choisie. Ça se fait un peu tout seul. Et c'est vrai que partant de poèmes, alors je vais dire classiques, mais c'est pas de la littérature classique, c'était pas des poèmes avec une métrique régulière et des rimes. C'était du vers libre comme on en écrit depuis Apollinaire, on va dire. Hein. Mais c'était quand même des poèmes. Bon. Et puis, je me suis peu à peu acheminé, je ne sais pas très bien comment, vers des textes plus prosaïques et puis vers des listes, des énumérations. Je ne sais pas comment ça m'est venu, je ne sais pas très bien pourquoi, mais je n'ai pas pu y échapper et presque tout ce que j'écris maintenant, ça ressortit à l'énumération. Alors ça peut être des anaphores, mais c'est presque toujours énumératif. Et vraiment, c'est pas choisi. C'est un truc qui me dépasse un peu, qui m'est tombé dessus. Et bon, ben voilà, c'est comme ça. On peut d'ailleurs parler du dernier qui vient de sortir, À l'œil ébloui. Ça m'intéresse de savoir. Alors qu'est-ce que ça vous intéresse de savoir? Qu'est-ce qui vous intéresse, Bernard Bretonnière? Beaucoup de choses. Eh ben moi, le problème, c'est que tout m'intéresse. Et donc, je suis
submergé par ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends, parce que je veux tout garder, je veux tout retenir. Là aussi, c'est le style logomane. Alors, dans ce livre, c'est le résultat de peut-être 20 ans de notes. Chaque fois que je lisais, que j'entendais, par exemple à la radio, que je voyais au cinéma, à la télévision, une information qui m'étonnait, quelque chose que je ne connaissais pas avant, je la notais. Voilà. Et donc je me suis retrouvé avec plusieurs centaines de choses qui m'intéressaient. Et dans ces choses qui m'intéressaient, il y en avait qui étaient très amusantes. Donc je les ai classées. Une partie, ça m'intéresse de savoir que, et une autre partie, ça m'amuse de savoir que. Voilà, c'est la personne qui, lisant ce livre, me dirait je savais tout ça, je ne peux pas la croire une seconde. Pour moi, c'est que des choses étonnantes. Bien sûr, il y a des choses que d'autres que moi connaissaient, mais bon voilà, donc c'est le goût à la fois de la connaissance, et c'est vrai que la connaissance me passionne, et puis le goût de la surprise aussi. J'adore être surpris par une information. J'adore tout ce qui bat en brèche les préjugés, les clichés, les idées reçues, enfin tout ça. C'est pas votre premier livre avec l'œil ébloui, vous en êtes rendu à combien? C'est le deuxième, et puis il y en aura bientôt un troisième. Voilà. Le premier, c'était quoi? Le premier, c'était Pas un tombeau, sous-titré Suite de prose rapide pour dire un père, qui était en fait une réédition, qui avait été publiée aux éditions Le Desbleux, et donc que Thierry Bodin-Hulin a réédité avec de petits changements, de petites corrections, de petits retraits, de petits ajouts que j'ai fait. Il y est question du père, du coup? C'est peut-être plus intime aussi. C'est extrêmement intime et personnel. Il y est question du père de mon père. C'est-à-dire que, constatant que pratiquement tous les écrivains écrivent sur leur père une fois qu'il est mort, j'avais lu juste avant Mécanique de François Bon. Je me suis dit, et souvent, comme ce livre-là de François Bon, souvent d'excellents livres. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas écrire sur son père vivant? Et ça change complètement le point de vue. Ça change tout. Ça change même la grammaire. On est au présent, on n'est pas au passé. Et voilà, c'est ce petit défi qui m'a intéressé. J'ai dit oui, c'est pas la peine d'attendre qu'il soit mort. Je ne veux pas attendre qu'il soit mort. Je vais écrire sur mon père vivant. Et ce que j'ai voulu faire, c'est ni un règlement de compte, ni un éloge, comme on fait des éloges funèbres, justement. Ça me permettait de ne pas faire un éloge funèbre, le fait qu'il soit vivant. Et il est toujours vivant, 96 ans et demi. Voilà. Donc c'est assez étonnant parce que ce texte, il est joué au théâtre depuis 5 ou 6 ans, je crois. Et j'ai un peu de mal à le dire, mais il touche beaucoup les gens. Et en fait, c'est le mystère tout à fait très très épais de comment le plus intime rejoint le plus universel. Ça, c'est pas quelque chose qu'on décide, faut pas raconter d'histoire. Ça marche ou ça marche pas. Et là, apparemment, ça marche et je suis le premier étonné parce que quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais vraiment pour moi et j'étais
persuadé que j'en ferai jamais un livre, que je montrerai jamais ça à un éditeur en me disant mais non, c'est l'histoire de mon père, c'est mon histoire par rapport à mon père, ça n'intéresse personne d'autre que moi. Voilà, donc ce passage de l'intime du personnel à l'universel, il est mystérieux, mais c'est Miguel Torga, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, qui dit « L'universel, c'est le local moins les murs ». Donc là, voilà, je ne sais pas par quel mystère les murs sont tombés. Alors le prochain, c'est aussi une réédition qui s'appellera, le titre change, « Je suis cet homme, fiction suprême ». Et c'est un portrait de l'homme, et c'est surtout pas un portrait de moi-même. Bien sûr, dans tout ce qu'on écrit, il y a de soi. Mais là, c'est un portrait de l'homme, de l'humain, dans ce qu'il a de contradictoire, dans ses difficultés, et puis aussi dans ces petits instants de bonheur tout simple, tout bête. Je n'aime pas du tout les livres qui sont entièrement tragiques ou entièrement comiques. Je ne peux pas supporter de rester uniquement dans le négatif ou uniquement dans le positif, uniquement dans l'optimisme ou uniquement dans le pessimisme. Pour moi, la vie et chaque journée de la vie, ce sont des montagnes russes. On passe du rire aux larmes sans arrêt, et j'aime bien qu'il y ait ça dans les livres, dans les textes de littérature. J'aime beaucoup ça parce que ça me semble coller beaucoup plus à la vie que d'avoir au départ un choix tout rose ou un choix tout noir. Voilà. J'aime bien souffler le chaud et le froid. Ouais, j'adore ça. J'aurais une dernière question. Je voudrais que vous portez un petit badge jaune qui est lié à des questions sociales qui vous occupent et préoccupent beaucoup et qui sont aussi liées à un manuscrit très très long qui a déjà été donné en lecture, qui verra peut-être un jour le jour au niveau papier. Est-ce qu'on peut en toucher un petit mot? Oui, ce texte, c'est drôle parce que c'est un texte qui vit alors qu'il n'est pas publié. Mais il n'est pas publié parce que je n'ai envoyé à aucun éditeur. Tous les jours, je dis que je le ferai demain. Ça fait 2 ans que je dois le faire demain. Bon, je le ferai peut-être quand même. Mais j'ai fait une trentaine de lectures un petit peu partout en France d'extraits de ce texte, parce que si je lisais tout, ça durerait 8 heures, donc d'extraits de ce texte. C'est un texte, c'est un témoignage 100% vécu d'accueil d'un migrant, entre guillemets, chez moi, pendant 6 semaines. Et c'est un journal qui raconte le quotidien avec ce garçon qui était congolais de Brazzaville. Et puis, au-delà des faits, au-delà du factuel, c'est toute une réflexion qui tient du pamphlet par moment, très engagée sur l'accueil tel qu'il est fait ou pas fait en France des migrants et de tous les étrangers qui rêvent de s'installer en France. Voilà, c'est un texte dans lequel il y a pas mal de colère par rapport au sort qu'il aurait réservé, par rapport aux fantasmes dont ils sont l'objet, par rapport aux mensonges qui circulent sur leur compte. Oui, c'est un texte qui est souvent colérique. On s'arrête là-dessus? Si tu veux.